Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 16 juin 2026 et notre cher ami, notre frère John Helmer est avec nous. Bienvenue parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Ça fait plaisir d'être de retour. John, tout le monde parle du protocole d'accord, le fameux MOU, et de ce qui se passe autour. Je pense que ça va être... Enfin, il faut d'abord qu'on commence par ce qui se joue entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant d'en arriver là, il y a peut-être un point important de ton point de vue, parce que toi, tu vois ce qui se passe en Russie en gros. Tu comprends la politique intérieure, la politique étrangère et la manière dont ils perçoivent ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Alors comment eux comprennent ce protocole d'accord? Eh bien, il faut dire d'emblée, pour nous tous, que la meilleure façon de comprendre à la fois la guerre et les accords diplomatiques, y compris les protocoles d'accord conclus au niveau présidentiel, c'est de les lire à travers le prisme de la politique intérieure. C'est aussi vrai pour les États-Unis que pour l'Iran, pour Israël ou pour la Russie. Alors si je commence d'un côté par la partie russe, puisque vous venez de me poser la question et que c'est là où je me trouve, puis qu'on passe ensuite aux États-Unis, on pourra ensuite mettre les deux dynamiques politiques en regard. Parce qu'elles évoluent de manière spectaculaire à la fois entre la Russie et les États-Unis, mais aussi entre les différentes factions russes et le vice-président Vance. Et c'est ce que j'ai appelé la formule de Vancouver, dans l'épisode d'aujourd'hui de Danse avec Vance. Mais on parlera de la formule de Vancouver ou de Vance Anchorage un peu plus tard. Pour l'instant, voyons comment ça se passe en Russie. D'un côté, comme on l'a souvent répété, la Russie a une vie politique faite de factions, comme partout ailleurs. Les deux principales factions concernent la conduite de la guerre en Europe, sur le front ukrainien, les relations avec les États-Unis et aussi le soutien à l'Iran. On a donc deux camps, le camp militaire et diplomatique, représenté par la majorité du Conseil de sécurité, avec comme porte-parole l'ancien président Dmitri Medvedev et le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Je reviendrai dans un instant sur ce que Lavrov a déclaré. Et puis il y a le camp qui gravite autour du président Poutine et du Kremlin. La première de ces personnes, c'est Kirill Dmitriev. C'est son représentant spécial pour les négociations avec Witkoff, Kushner et d'autres membres de la famille Trump. Et son rôle est particulièrement important, du moins à ses yeux, pour influencer Poutine. Poutine, lui, jongle en permanence entre des conseils et des politiques contradictoires, venant de différentes factions. Ce qu'il veut et ce qu'il dit doivent toujours être compris comme un exercice d'équilibre. Équilibrer les contradictions, gérer les oppositions, c'est ce qu'il fait. Sous bien des aspects, c'est efficace et ça contribue à maintenir un soutien public stable. Mais sous bien des aspects aussi, c'est trompeur, c'est une illusion. Et dans bien des cas, ça conduit à des erreurs stratégiques. Donc, la réaction aux conditions de paix mentionnées dans le mémorandum commence avec le président Poutine qui adopte la ligne de Dmitriev, celle d'apaiser Trump. C'était très clair dimanche, quand le président Poutine a envoyé à Trump ses vœux d'anniversaire, puis l'a appelé au téléphone. Cet appel, pour beaucoup de membres de l'autre camp à Moscou, a semblé servile, inutilement conciliant. Ce qu'a fait Yuri Ushakov, le porte-parole du président Poutine, en résumant cette conversation de 45 minutes, c'est de dire que, au fait, Poutine parle à Trump en anglais courant, hein? Oui, Poutine lui parle en anglais. Donc, selon Ushakov, Poutine a félicité Trump pour sa vigueur physique, pour son énergie. C'était une façon de contrer les signes médicaux évidents, notamment l'hypersomnie de Trump, son incapacité à rester éveillé. Il l'a félicité pour ses réussites dans les négociations avec l'Iran.
C'était, comme l'a dit Ushakov, une démonstration de confiance envers Trump. Cela veut aussi dire, selon Poutine et Ushakov, que Kushner et Witkoff vont très bientôt retourner à Moscou. Ce que le président Poutine a fait, c'est présenter le protocole d'accord sous un jour positif, comme si tout allait être mis en œuvre. C'est important, parce que ce n'est pas une vision partagée partout dans le monde. Il n'y a aucun signe de scepticisme envers Trump personnellement, ni envers les termes du protocole. Pas de scepticisme, mais beaucoup d'optimisme. Maintenant que Trump a, je cite, « résolu cette guerre », il pourrait revenir à la table pour négocier les conditions de la guerre en Ukraine. Souvenez-vous que cette faction, la faction Dmitriev, défend l'idée qu'il existe une formule d'Anchorage, un accord entre Trump et Poutine, conclu à Anchorage en Alaska en août de l'année dernière, pour que les États-Unis garantissent la sécurité de la Russie en Europe. Poutine et Dmitriev sont convaincus que c'est possible, et ils le répètent sans cesse. Dmitriev le tweet toutes les quelques heures. Selon eux, le seul obstacle à la sécurité prévue par la formule d'Anchorage, ce sont les Britanniques et les Européens qui bloquent la conclusion d'un accord de paix avec Moscou. C'est leur position. De l'autre côté, il y a, comme je l'ai dit, la ligne des services militaires, de sécurité et de renseignement, qui affirme qu'on ne peut faire confiance à rien de ce que Trump signe, dit ou prétend faire. Ce qu'on voit officiellement maintenant, c'est le haut niveau de scepticisme du ministre des Affaires étrangères Lavrov, mêlé à l'espoir que les termes du protocole d'accord puissent être appliqués. Mais il reste très conditionnel et très sceptique. Je veux insister sur un point que la plupart des gens ne remarquent pas, ni dans la presse russe, ni dans les médias dits pro-russes. C'est le rôle de la Banque centrale de Russie. Elvira Nabiullina, dont on a souvent parlé, est opposée à cette guerre. Elle est alliée à Dmitriev et au ministre des Finances Siluanov pour tenter de convaincre Poutine d'accepter les conditions américaines et non les conditions russes, afin de mettre fin rapidement à la guerre. Aujourd'hui et demain, Nabiullina va rencontrer Abdolnasser Hemati. C'est le président de la Banque centrale d'Iran. C'est un rendez-vous très important. C'est un indicateur clé pour savoir si la partie russe va collaborer avec la partie iranienne sur toutes les formes de paiement, disons à la fois en crypto et en monnaie réelle, dans quelle devise et avec quel niveau de confidentialité et de sécurité, pour permettre à l'Iran et à la Russie de commercer et de se payer mutuellement, malgré les sanctions que les États-Unis continuent d'imposer. Alors, quand on regarde le protocole d'accord et qu'on voit à quel point il est flou, comme tu le sais toi-même, Nima, et comme d'autres invités de notre émission l'ont signalé, cette imprécision, ce manque d'engagement du côté américain, les déclarations récentes de Trump niant qu'il y aura un allègement des sanctions ou une livraison d'argent liquide, tout ça, ce sont des points d'interrogation qui seront sur la table quand Nabiullina rencontrera Hemati. Pour l'instant, il y a eu un communiqué de presse iranien annonçant que les réunions ont commencé, mais rien du côté de la Banque centrale de Russie. Nabiullina est absente, officiellement en congé maladie, mais plus probablement sous pression politique, pour faire comprendre au président Poutine que s'il ne suit pas ses recommandations, elle pourrait démissionner publiquement. C'est un affrontement politique très important qui se joue en arrière-plan. Mais quand on verra le résultat, on saura jusqu'à quel point Poutine a été poussé par les factions militaires et diplomatiques à améliorer les relations entre l'Iran et la Russie sur les questions de paiement et de commerce. Et Nabiullina, elle, bloque les relations entre la Russie et l'Inde. Le commerce en roupies, l'accumulation de réserves en roupies et en roubles de part et d'autre. Elle bloque ça depuis des années. C'est donc quelque chose qu'il faut vraiment suivre de près.
Nabiullina doit d'ailleurs réapparaître en conférence de presse plus tard cette semaine, le 19. On verra si elle répond à des questions ou si elle réagit d'une manière ou d'une autre. Je mets donc ce point en avant comme un indicateur des luttes de factions à Moscou pour répondre à votre question. En résumé, voilà où on en est. Il y a une profonde méfiance du côté des services militaires, du renseignement et de la diplomatie russe quant à la fiabilité des États-Unis. Une partie de cette méfiance se retrouve chez les blogueurs militaires et chez des commentateurs influents comme Alex Sapron, qui disent par exemple « Regardez les termes du protocole d'accord et pensez au fait que l'Iran, un pays de taille moyenne, je cite Sapron, sans armes nucléaires, a réussi à vaincre Israël et les États-Unis sans armes nucléaires. Qu'est-ce que ça nous dit, à nous la Russie? Autrement dit, sur notre capacité, la capacité russe, à dissuader les Américains et à les battre sur le champ de bataille. C'est ce genre de scepticisme et de raisonnement qu'on trouve du côté russe. Et tout cela passe complètement inaperçu si on ne regarde que les médias d'État russes. John, quand on parle de négociations directes, je ne sais pas si la Russie pense qu'elle peut obtenir. Tu as mentionné le cas de l'Iran. Et pour la Russie, avec Donald Trump, qu'en est-il? Tu as dit que Kirill Dmitriev voulait poursuivre les discussions. Mais il n'y a toujours rien. Le temps passe. Est-ce qu'il y a des messages qui circulent en coulisses, dans un sens ou dans l'autre? Est-ce qu'il y a eu des rencontres entre les deux camps? Qu'est-ce que c'est exactement? Dmitriev a été très clair là-dessus. En coulisses, il parle au téléphone avec la personne qu'il appelle Steve, c'est Witkoff. Dmitriev affirme sans arrêt, parfois plusieurs fois par jour sur Twitter, qu'il est en négociation. On sait aussi que Yuri Uchakov, le conseiller du président pour la sécurité nationale et les affaires étrangères, en réalité c'est plutôt un porte-parole qu'un décideur politique, a un parcours diplomatique. Il a d'ailleurs été ambassadeur de Russie aux États-Unis. Il se parle au téléphone, et il ne fait aucun doute qu'on peut appeler ça des négociations. En revanche, les négociations formelles, celles qui se déroulent au grand jour, sous les projecteurs, c'est autre chose. On y discute des conditions, des feuilles de route, des protocoles d'accord, de ce qu'ils contiennent ou non, de qui va les négocier, de l'état d'avancement. Bref, tout ce que l'Iran et les Américains viennent de traverser, avec la médiation des Pakistanais, des Qataris et d'autres encore. Tout ça se passe, mais pas au niveau officiel. Comme je l'ai dit, pour des raisons de faction, Poutine invite Witkoff et Kushner à revenir. Lavrov dit « Voyons s'ils peuvent expliquer pourquoi rien ne s'est concrétisé depuis que la soi-disant formule d'Anchorage a été approuvée en août dernier. » Mais il y a un autre point. Trump a été interrogé il y a quelques heures, comme certains de nos auditeurs le savent sans doute. Il est en France pour un sommet du G7, puis pour plusieurs rencontres bilatérales. Il a déjà eu des entretiens bilatéraux avec MBZ des Émirats arabes unis, avec Al Thani du Qatar et aussi avec Narendra Modi en Inde, entre autres. On lui a demandé, maintenant qu'il peut accorder un peu d'attention à la grande guerre qui reste, et les sanctions alors? Est-ce que vous allez lever la dérogation sur les sanctions pétrolières contre la Russie? Et il a répondu oui. En gros, je pourrais vous citer mot pour mot, mais ce que Trump a dit, c'est que maintenant que le protocole d'accord avec l'Iran est en cours et que le pétrole peut circuler librement par le détroit d'Ormuz, la pénurie de pétrole sur le marché mondial va diminuer. Et quand ce sera le cas, nous mettrons fin à la dérogation sur les sanctions russes. Nous les rétablirons. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça montre du côté de la Russie? Que Dmitriev, qui revendique le mérite de cette dérogation,
et dont le travail consiste à négocier un allègement des sanctions américaines contre la Russie, continue d'échouer. John, Oui. John, parlons du protocole d'accord, le fameux MOU, qui est au centre des discussions depuis 24-48 heures. Donald Trump essaie de... Enfin, les Israéliens voulaient savoir ce qu'il y a dans ce MOU. Il semble que l'administration Trump l'ait rejeté. On sait, d'après les médias israéliens, qu'Israël a officiellement demandé à 2 reprises à l'administration Trump d'en obtenir une copie. Mais les Américains ne l'ont pas transmise aux Israéliens. Donc, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. À mon avis, toute cette affaire du MOU dépend entièrement de la situation au Liban. Et juste avant d'en arriver là, le commandement militaire central iranien a annoncé qu'Israël avait violé le cessez-le-feu au Liban, dans le sud du pays, plus de 84 fois. in southern Lebanon more than 84 times. So it says that if Donc il est dit que si l'Iran continue avec ce genre d'attitude, il y aura une réponse et que tout risque de s'effondrer. Concernant le protocole d'accord, selon vous, quelle est la partie la plus importante? Et puis il y a la question du Liban. Comment voyez-vous la situation au Liban? Est-ce que cela pourrait faire s'écrouler tout le protocole d'accord? Ou bien est-ce que vous considérez ce protocole comme une sorte de geste artificiel, peut-être une manœuvre de façade de l'administration Trump? Ils essaient de faire quelque chose, mais ils n'en ont pas vraiment les moyens. Ils n'ont pas l'influence nécessaire pour s'opposer à Israël et au lobby israélien aux États-Unis. Comment voyez-vous, dans l'ensemble, la relation entre l'Iran et les États-Unis? How do you see the whole thing between the two, Iran and the United States? Let's put it back where I began. Revenons au point de départ. Il faut bien comprendre que le protocole d'accord, le MOU, s'adresse avant tout, de la part des Américains, à leurs électorats internes. Et les 2 principaux moteurs de la politique intérieure américaine, avec une élection qui approche le 3 novembre, sont très clairs. Si vous lisez le MOU tel qu'il a fuité, et le texte officiel, qui sera publié à peu près vendredi d'ailleurs, quand J.D. Vance ira à Genève pour le signer, Trump a été très clair. Même s'il le pouvait, il ne le fera pas. C'est l'accord de Vance. Et ça, c'est essentiel. Si on comprend le MOU dans le contexte de la politique intérieure américaine, mais aussi israélienne, iranienne et russe, voilà le tableau côté américain. D'abord, Trump pense, et il n'a pas tout à fait tort, qu'il existe une corrélation directe entre sa cote de popularité, qu'elle soit positive ou négative, et donc l'opinion publique à l'approche de l'élection pour le Parti républicain, d'un côté, et de l'autre, le prix du pétrole et la perception de la paix et du progrès. Sa cote d'approbation s'est améliorée d'environ 2 ou 3 points au cours des 2 dernières semaines, alors que 2 choses se sont produites. D'un côté, on a l'impression qu'il est en train de faire la paix et de résoudre cette guerre. De l'autre, pour les Américains, surtout ceux qui vont à la station-service faire le plein, l'effet est clair. Trump promet de faire baisser le prix du pétrole. Voilà pour la première partie. La deuxième, c'est la question de la succession. Selon la façon dont se dérouleront les élections de mi-mandat, on saura qui remportera l'investiture républicaine. Est-ce que ce sera Trump ou Trump Jr.? Une sorte de succession dynastique. Donald Trump Jr. monte dans les sondages, ou bien J.D. Vance, le vice-président. Maintenant, si on regarde ce que pense Trump et ce que montrent les sondages, il estime que la baisse du prix du pétrole est la clé pour relancer le protocole d'accord. C'est pour ça qu'on le voit faire de la publicité. 3 tweets hier, à quelques heures d'intervalle, puis aujourd'hui encore, répétés dans ses déclarations en France. Il ne se concentre que sur 2 points. Premièrement, pas d'armes nucléaires. Deuxièmement, le prix du pétrole doit baisser. Pas de péage. Le détroit d'Ormuz sous mon contrôle, et ainsi de suite. Voilà les messages qu'il envoie à son public intérieur. Those are the messages he's firing at his domestic audience. That's what he wants his MOU to say.
C'est ce qu'il veut que son protocole d'accord dise. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que J.D. Vance a donné plus de détails à la télévision, sur CBS, sur les termes de cet accord et sur ce qu'il appelle, je le cite, les concessions mutuelles, réciproques et équilibrées qui y figureront. On peut passer de l'un à l'autre, mais ce qu'on constate, c'est que J.D. Vance mène sa campagne présidentielle en s'attribuant le mérite des effets de ce protocole d'accord. Et si ça échoue, que ce soit au Liban, à cause d'une action israélienne, d'un lobbying juif à Washington ou de toute autre raison, et que cela entraîne une hausse des prix à la pompe ou une perte de voix au Congrès, alors J.D. Vance se présentera contre la ligne Trump, contre la ligne israélienne. Alors, si on voit les choses comme ça, et qu'on considère le protocole d'accord comme une sorte d'affrontement entre Vance et Donald Jr. pour la succession, tout le reste devient un peu plus clair pour comprendre ce que les Américains comptent faire avec les Israéliens. Pardonnez-moi. Vance a été interrogé par CBS, dimanche ou lundi, lors de son point de presse. On lui a demandé « Et les Israéliens alors ?» Il a été très prudent. Il a répondu que l'accord serait bon pour tout le monde, y compris pour Israël. Autrement dit, il n'est pas certain de pouvoir s'imposer face aux conseillers juifs autour de Trump, au lobby pro-israélien à Washington ou face au comportement des Israéliens à Tel Aviv et au Liban. Il n'est pas sûr de pouvoir gagner la bataille de la succession présidentielle et obtenir un résultat positif pour les républicains en novembre, s'il s'oppose publiquement à Israël. Et ensuite, on regarde ce que Trump a dit quand on lui a demandé précisément « Et le Liban ?» et Netanyahou. What about Lebanon? What about Netanyahu? Trump's made it very clear. He thinks that Israel Trump l'a dit très clairement. Il pense qu'Israël aurait dû envahir le Liban, occuper le sud du pays et détruire le Hezbollah. Il pense aussi qu'il soutient totalement Netanyahou, mais que Netanyahou a commis une erreur. C'est de cette erreur qu'il a parlé, en jurant sur cette plateforme de propagande israélienne qu'on appelle Axios. Il ne faut pas trop insister sur le fait qu'il ait juré ou qu'il ait désavoué Netanyahou sur Axios. C'était voulu. Les Israéliens étaient ravis de jouer le jeu, pour qu'il apparaisse comme ce qu'il aime dire de lui-même, le plus grand défenseur d'Israël. Trump est favorable à l'occupation israélienne du Liban jusqu'au Litanie. Il est favorable à la destruction du Hezbollah. Il vient encore de le répéter en France. Donc, puisqu'il répète ça, mais que Vance tient un autre discours. On voit bien le conflit potentiel entre les deux. En ce moment, c'est Vance qui a l'avantage. Vance va signer le protocole d'accord. Il dit « Je suis l'artisan de la paix. Votez pour moi. Je veux la paix et des prix de l'essence plus bas. » Trump, lui, dit « Je veux le vote juif. Je suis le protecteur d'Israël. » Et puis Trump sort cette phrase en France. « Je pense que Netanyahou en a trop fait à Beyrouth, mais pas trop en attaquant le Hezbollah. Alors, laissons les Syriens s'occuper du Hezbollah. » Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En réalité, Trump dit « Continuons la guerre contre le Hezbollah au Liban, mais de manière clandestine. Faisons croire que ce sont les Syriens qui tuent les dirigeants du Hezbollah. Faisons croire que la campagne est syrienne, pas israélienne. C'est entièrement de la dissimulation. » C'est totalement impossible pour l'Iran d'ignorer ça. Alors la question devient la vôtre. Que va faire l'Iran? D'après ce que je comprends, corrigez-moi si je me trompe, dans les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Arachi, du président du Parlement et d'autres responsables, le protocole d'accord, tel qu'il a été conclu, prévoit un cessez-le-feu. Mais sur la question du retrait des troupes israéliennes de leur position d'occupation, disons jusqu'au Litanie et au-delà du fleuve Litanie, dans le sud du Liban, c'est pas clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que l'Iran va exiger, comme condition de mise en œuvre, dans les 60 prochains jours, le retrait des troupes israéliennes vers le sud, au-delà de la frontière internationale? Ou bien est-ce que, pour le moment, l'Iran acceptera l'occupation israélienne, mais dans le cadre d'un cessez-le-feu?
Ça, pour moi, ce n'est pas clair. On dirait qu'ils préparent leur stratégie. D'après eux, Israël doit en principe se retirer du Liban dans un délai de 60 jours. C'est comme ça que les Iraniens comprennent la situation. Moi, je ne sais pas. On n'a pas de déclaration officielle du gouvernement iranien. C'est pour ça que, comme vous l'avez dit, on n'a rien non plus du côté des États-Unis. On n'a rien des Iraniens. Et Israël n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit de l'administration Trump. Il y a donc pas mal de spéculations autour de ce plan en 14 points. L'un des acteurs évoqués, c'était l'Arabie saoudite. Les médias saoudiens ont publié la liste des conditions qui ont été mentionnées. Nous avons eu accès aux 12 points du protocole d'accord. Mais en ce qui concerne le Liban, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Dans la version d'Axios, il est indiqué que l'Iran, les États-Unis et leurs alliés mettront fin aux hostilités, y compris au Liban. L'Iran réaffirme aussi son engagement à ne pas développer ni acquérir d'armes nucléaires. C'est la première ligne de ce plan en 12 points, de ce protocole d'accord. Et là, j'essaie de retrouver le deuxième point pour voir si dans cette version d'Axios, il y a autre chose qui concerne le Liban. Mais c'est tout ce qu'on sait. Parce qu'on est complètement aveugle à ce propos du protocole d'accord. Eh bien, on n'est pas vraiment aveugle, mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui n'est pas décidé. Les détails sont importants. On peut même dire qu'ils sont vraiment essentiels. C'est pour ça qu'on peut parler des différents points. Mais au fond, ce qu'il y a de plus important, ce sont les détails. Mais les détails, eux, se jouent dans la politique. Comme je l'ai déjà dit, la configuration des factions à Moscou est complètement différente de celle à Washington. Vance fait campagne pour la paix et pour une baisse du prix du pétrole. Trump aussi. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils savent qu'ils doivent le faire pour préserver le contrôle républicain du Sénat, qui risque de se resserrer au profit des démocrates, et pour éviter que le Congrès ne bascule du côté démocrate. Ils pensent qu'ils doivent le faire. La question que vous soulevez, c'est: est-ce qu'un cessez-le-feu implique le retrait des troupes israéliennes du Liban? Trump ne le pense pas. Je vais simplement le citer. Ce qu'il dit ici, et il l'a répété il y a quelques heures en France, c'est que les Israéliens auraient dû pouvoir faire le travail plus vite. En d'autres termes, il soutient en réalité une guerre israélienne contre le Liban, qu'il vient d'échouer à mener en Iran. Now, will all the sides agree to let the Lebanon situation freeze while the Israelis dream up, with the so-called Syrian cover and with Trump's blessing, a new way of attacking Hezbollah without violating the ceasefire? I don't know how you kill people without violating the ceasefire. That's one point. Second is the bigger point. Does this mean that Vance... Est-ce que ça veut dire que Vance peut obliger les Israéliens à se retirer complètement du Liban? La réponse, c'est qu'il ne sait pas qu'il a ce pouvoir. Et la raison, c'est qu'il ne l'a pas. Au Congrès, il y a probablement une majorité de républicains qui soutiendraient Vance pour sa succession et qui veulent que l'expansion d'Israël continue. C'est le problème que Vance devra affronter face aux démocrates en 2028. Et c'est déjà le problème qu'il a maintenant. Donc l'Iran doit calculer qu'il faut jouer sur les deux factions américaines, les monter l'une contre l'autre. Appelons-les la faction juive autour de Trump et la faction catholique autour de Vance. Les deux factions ont peur du prix du pétrole et de l'effet que ça peut avoir sur le vote. Alors, que font les diplomates face à ce genre de problème contradictoire? Ils repoussent la décision, ils enveloppent le problème de mots et ils laissent les opérations secrètes contredire les engagements publics.
Maintenant, est-ce que le corps des gardiens de la révolution islamique est assez fort en termes de factions? Est-ce que l'équilibre des forces en Iran est assez solide pour dire « Nous sommes prêts à mettre en danger toutes les clauses des protocoles d'accord dont l'Iran a besoin, juste pour assurer la survie du Hezbollah et soutenir le retrait d'Israël du sud du Liban ?» C'est une décision de faction. Il me semble que le côté iranien n'y est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'on voit des contradictions dans les déclarations, dans chacun de ces contextes. C'est bien ça? Oui, oui. Je pense que ce qu'on a appris, John, du ministre iranien des Affaires étrangères hier, c'est qu'il a dit qu'au moins le Liban était mentionné 3 fois dans le protocole d'accord. Il a bien dit 3 fois. Mais dans ces 2 versions, la version saoudienne et la version de l'Axe, on ne voit pas ça. À mon avis, ces 2 versions ne sont pas exactes. Elles ne contiennent pas vraiment le contenu du protocole d'accord. En gros, elles spéculent sur ce qui se passe. Oui. Et John, la question en ce moment, c'est celle des pays du Golfe. On dirait qu'on a encore une dispute à propos de 3 pays et du fonds de reconstruction qui concerne en fait le fait que les pays du Golfe verseraient cet argent à l'Iran. Il y a quelques instants, Reuters a rapporté que la moitié de cette somme, la moitié des 300 milliards de dollars prévus pour le programme de reconstruction iranien, a déjà été engagée. C'est ce que Reuters a annoncé. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà donné ça aux Iraniens? Allons-y. D'un côté, les États-Unis, et Trump en particulier, essayent de dire qu'ils ne donneront pas d'argent à l'Iran. Trump est un peu plus flou, mais sur la question de la levée des sanctions pétrolières contre l'Iran ou de la levée des sanctions sur le commerce iranien avec le reste du monde, il reste vague. Donc il est probable que les États-Unis puissent accepter les termes du protocole d'accord concernant la levée des sanctions. Ce sur quoi Trump insiste, c'est de montrer que son accord n'est pas celui d'Obama. Il le répète sans arrêt. Il l'a dit une demi-douzaine de fois, hier encore, avec Macron, puis avec Al-Thani et MBZ lors de ses entretiens bilatéraux. Il ne cesse de répéter qu'il n'aura pas l'accord d'Obama. Alors le fonds de 300 milliards de dollars, c'est une formule mise au point par Trump avec les Émiratis, les Qataris et tous les autres, y compris du côté iranien, pour dissimuler à quel point la question des réparations sera réglée au bénéfice de l'Iran. Si cette question des réparations peut être résolue en faveur de l'Iran, alors le régime de péage au détroit d'Ormuz n'a plus lieu d'être. Les deux sont liés. Donc, quand vous voyez ce fonds de 300 milliards, voyez plutôt un camouflage, une sorte d'écran de fumée. En réalité, le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite versent des contributions dans un fonds qui ne ressemble pas à des réparations pour l'Iran, mais qui en sont et qui servent à payer le péage du détroit d'Ormuz, ce qui revient au même. Autrement dit, ces 300 milliards, c'est ce type de fonds. D'ailleurs, regardez bien ce que cela signifie. N'a-t-on pas déjà vu une manœuvre américaine de ce genre? Si, on l'a vu. Le BOP, le Fonds pour la paix à Gaza. Vous vous souvenez? C'était censé être financé essentiellement par les pays arabes, la Russie et tous ceux qui veulent la paix à Gaza et la fin du génocide israélien. Ce fonds devait être alimenté, mais il n'avance pas, n'est-ce pas? Il devait aussi être géré par Jared Kushner, sa famille, ses amis d'affaires, ainsi que les fils Witkoff et leurs amis. Ces fonds sont en réalité des systèmes de pots de vin destinés à la famille Trump et à leurs associés. C'était déjà le cas pour le fonds de Gaza. Et c'est pareil pour le fonds proposé par Dmitriev, monté avec Witkoff et Kushner. On parle aussi de 320 milliards,
y compris les réserves de la Banque centrale de Russie, gelées soi-disant pour des investissements d'après-guerre en Russie et en Ukraine, gérés par ces mêmes personnes. Pareil maintenant. Les 300 milliards de dollars, dont le Financial Times a parlé en détail avant Reuters, c'est en réalité un déguisement. Un déguisement pour des réparations, un déguisement pour le péage du détroit d'Ormuz, et un déguisement pour que les gens de Trump touchent leur argent, leur pot de vin. C'est très important pour eux. C'est plus important pour eux que la paix ou la guerre. C'est pour ça qu'ils font la guerre. Et enfin, c'est un déguisement qui permet à Trump de dire « J'ai obtenu la paix qu'Obama n'a pas su obtenir et je lève les sanctions contre l'Iran sans verser d'argent liquide. » Non, tout ça sera caché dans le fond. Et si on le découvre, ça aura l'air d'argent arabe. Mais en réalité, c'est un échange avec de l'argent américain. Voilà ce que c'est. Voilà à quoi sert ce fonds. John, l'autre argument un peu étrange de Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il a dit Israël devrait laisser le Hezbollah tranquille et laisser Al-Julani faire le travail. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Eh bien, je crois que j'ai déjà répondu à ça. Pardon. C'est juste un prétexte pour continuer la guerre au Liban contre le Hezbollah. Non, est-ce que ça va être une sorte de... Parce qu'on sait bien que, militairement, la Syrie n'est pas capable de combattre le Hezbollah. Bien sûr que non. Il veut dire autre chose. Il parle de quelque chose de social. Il parle d'Israël. Il parle d'opérations israéliennes de ce type-là, des opérations de décapitation. C'est bien ce qu'il veut dire. Les Israéliens ont eu beaucoup d'occasions de s'y exercer contre l'Iran, non? Oui, exactement. Et pour la version syrienne, que Trump ait oublié ou non un briefing qu'il avait reçu, ce qu'il dit en substance, c'est qu'ils auraient dû anéantir le Hezbollah et faire le travail rapidement. Je viens de le citer. Et on s'en souvient tous. Il était pour ça, mais il n'était pas pour que Netanyahou bombarde Beyrouth au moment où le protocole d'accord était en train d'être finalisé. C'est ça qui a donné la propagande d'Axios. Axios, il ne faut pas le prendre pour un vrai journal. C'est un porte-voix israélien avec une signature israélienne. Et Trump continue de s'en servir pour montrer qu'il fait ce que veulent les Israéliens. L'idée que la Syrie s'occuperait du Hezbollah, ça veut dire que Trump soutient la poursuite des meurtres au Liban, la destruction du Hezbollah. C'est bien ce que ça veut dire. Mais il ne veut pas que ça interfère avec sa solution pour la guerre contre l'Iran. Donc en réalité, c'est une façon de dire « Je veux une guerre secrète dans le sud du Liban. Je veux une guerre secrète contre le Hezbollah. Je veux que les tueries continuent jusqu'à Beyrouth, mais sans frappe aérienne. » La Syrie n'a plus de force aérienne. Pourquoi? Parce que les Israéliens, avec l'autorisation des États-Unis, les ont bombardés et détruits. Donc plus d'attaques aériennes sur Beyrouth. Mais beaucoup d'assassinats ciblés. Voilà ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Comment ça va être perçu par les Iraniens? Parce que quand on parle d'un cessez-le-feu, il faut tout arrêter. Ce n'est pas une question de... Exactement. Attendez une minute. Oui, cessez-le-feu, vous avez raison. Mais ces attaques ciblées vont être qualifiées de terrorisme interarabe. Est-ce que ça viole le cessez-le-feu? Chacun donnera sa propre version. Trump a encore laissé sortir un sale chat d'un sac génocidaire. Il a parlé d'Al-Jolani. Il a dit qu'il était doué pour le terrorisme. On le sait tous. Oui, il est très doué pour ça. Les Turcs l'ont formé, les Qataris l'ont financé, la CIA l'aide, et ainsi de suite. Et maintenant, les Israéliens vont s'en occuper sous couvert d'une campagne de terrorisme menée par Al-Jolani. Ce qu'on va voir, c'est de la violence dans la rue.
Et donc le problème pour le camp iranien, c'est de dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Comment on gère ça? Et est-ce que ça viole notre programme plus large? How do we deal with it? And is it in violation of our broader program? Well, they've got 60 days. Eh bien, ils ont 60 jours de podcasts venus des États-Unis, comme le vôtre, Nima, pour expliquer clairement ce qui se passe et dissiper toutes les zones de brouillard ici. Si l'Iran disait « On sait ce que vous faites, voilà ce que vous faites, c'est une violation flagrante », alors on pourrait demander au vice-président Vance « Est-ce que cette campagne vise à opposer la faction américaine, la faction catholique, à la faction juive ?» Les 60 prochains jours vont être entièrement politiques. Ce n'est pas juste de demander à la partie iranienne de réagir tout de suite à quelque chose qui n'a même pas encore commencé. Les vraies questions maintenant sont les suivantes. Est-ce qu'Israël va arrêter les frappes aériennes sur le Liban? Est-ce que les Israéliens vont cesser les échanges de tirs au sud du fleuve Litani, autour du château de Beaufort et dans ces zones-là? Around Beaufort Castle and so forth. There'll be reports of ceasefire violations. You just gave Il y aura des rapports de violation du cessez-le-feu. Vous venez justement de m'en donner un, de nous en donner un. Ça arrivera de façon ponctuelle, régulière, encore et encore. Il y aura aussi des tentatives pour rendre le rideau de fumée plus crédible. Netanyahou, pour ses propres raisons de politique intérieure, et je ne vais pas commenter la politique intérieure israélienne, a aussi une élection qui approche. Ils vont donc passer en mode secret, eux aussi. Et nous verrons, au cours des 60 prochains jours, comment la situation au Liban évolue. Mais l'Iran a ses méthodes, le Hezbollah aussi. Et l'autre axe de la résistance a lui aussi ses propres moyens de faire face aux opérations clandestines israéliennes sur le champ de bataille libanais. On the Lebanese battlefield. John, how do you see, you've mentioned that John, comment tu vois les choses? Tu as mentionné qu'aujourd'hui, Donald Trump a eu 2 réunions, une avec le chef du Qatar, l'émir du Qatar, et une autre avec MBZ, celui des Émirats arabes unis. Comment tu perçois le rôle des pays du CCG dans ce qui se passe autour du protocole d'accord? Parce qu'on sait qu'au moins le Qatar a été très actif dans les négociations. Ils sont allés 2 fois à Téhéran. Ils y sont restés des heures, 17 heures, 24 heures, à discuter avec des responsables iraniens pour essayer de faire avancer les choses. Alors, comment tu vois le rôle de ces pays dans tout ce désordre qui est en train de se produire? Well, they're desperate to sort it out. Eh bien, ils sont désespérés de régler tout ça. Ils veulent à tout prix relancer leurs économies, leurs compagnies aériennes, leurs aéroports, leurs terminaux pétroliers, leurs unités de production de gaz. Je vous rappelle qu'avant qu'Abdel Nasser Hamadi ne se rende à Moscou, devinez où il était. Il était au Qatar. Autrement dit, l'Iran et le Qatar doivent mettre en place des systèmes de paiement entre eux qui fonctionnent. Ils doivent aussi régler la question des réparations. Souvenez-vous, la question des réparations figurait dans les conditions initiales de Marsha Khamenei. Les réparations doivent être versées. Comme on l'a déjà dit, sans trop insister, les réparations et le péage du détroit d'Ormuz sont liés. Les réparations peuvent avoir plus de valeur si le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis paient, je cite, par le biais d'un fonds d'investissement. D'ailleurs, Trump a dit qu'il n'y aurait aucun investissement américain. Il n'a pas envie que ça se produise. Mais ça ne veut pas dire que Kushner ne s'impliquera pas financièrement pour des raisons de corruption. Pour répondre à ta question, Nima, le rôle du CCG, le Qatar, les Émirats, et surtout l'Arabie saoudite, est au cœur de la solution sur les réparations. Leur logique, c'est « Nous allons acheter une protection contre l'Iran maintenant. Nous avons toujours acheté notre protection. Nos pères l'ont acheté aux Américains, et nos grands-pères, eux, l'ont acheté aux Britanniques. » Et si les choses s'étaient passées autrement, ils auraient tous acheté la protection des Allemands.
C'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors maintenant, ils se disent, on va acheter la protection de l'Iran. C'est pour ça que Hamadi était au Qatar, pour voir comment débloquer les fonds. J'ai vu des rapports israéliens, j'ai vu des rapports russes qui disent que le Qatar a commencé à libérer l'argent iranien gelé sur son territoire. Pendant que les Américains détournent le regard, les banques et les institutions qataries libèrent des fonds que Washington exigeait de garder gelés. Ce qu'on voit donc, c'est un processus où les pays arabes, avec l'accord des États-Unis, commencent à débloquer des fonds iraniens sanctionnés ou gelés comme une sorte d'acompte, une première étape dans le cadre du protocole d'accord. Donc, pour dire le point essentiel, oui, tu as raison, Nima, le CCG joue un rôle crucial. Mais plus important encore, c'est l'Iran qui tient les rênes dans cette situation. C'est un peu, vous nous payez maintenant pour la protection. On ne vous frappera plus. On va laisser votre gaz commencer à être produit. On va laisser votre pétrole être exporté. On va laisser les navires venir décharger pour que vous puissiez avoir de l'eau douce, du soda venu des États-Unis et tous les autres produits de consommation dont vous avez désespérément besoin. Et les touristes reviendront dans vos aéroports. L'Iran a clairement l'avantage ici. Les Arabes paient maintenant les Perses pour leur protection. C'est une véritable révolution du pouvoir au Moyen-Orient. Oui. John, avant de conclure, aujourd'hui, Donald Trump a dit deux choses à propos de l'Ukraine. D'abord, il a affirmé qu'un nombre énorme de personnes étaient tuées, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, et qu'il fallait donc mettre un terme à la guerre d'une manière ou d'une autre. Et l'autre point qu'il a évoqué, c'est que nous sommes loin de l'Ukraine et que cela ne nous affecte pas tant que ça. Donc nous ne sommes pas vraiment influencés par cette guerre. La seule conséquence pour les États-Unis, selon lui, c'est qu'ils demandent plus d'armes et que nous en vendons aux Européens, aux Ukrainiens. C'est bien là tout l'enjeu. Je pense que vu ce dont parle Donald Trump, on sait que sa priorité en ce moment, ce n'est pas l'Ukraine. C'est pour ça que la plupart du temps, il parle surtout du Moyen-Orient, d'Israël. Alors, quelle est la réponse du côté russe? On a vu que la Russie semble intensifier ses actions sur le champ de bataille. Est-ce aussi votre impression? Pensez-vous que la Russie en soit arrivée au point où la seule voie possible, ce serait l'escalade, de nouvelles escalades, ou une succession d'escalades destinées à faire pression sur Kiev? Encore une fois, Nima, il faut vraiment insister sur les divisions internes à Moscou. Ceux qui reprennent la ligne des médias d'État russes déforment la réalité en minimisant la diversité d'opinions qui existe autour du président Poutine sur ce sujet. Il y a, et il n'y a pas, une escalade russe. On en parle depuis le meurtre de Starobelsk, commis par les Ukrainiens, contre des jeunes filles et leurs professeurs dans un dortoir. L'utilisation de l'Iskander, c'était une démonstration. Elle n'a pas causé de dégâts importants. Poutine l'a lui-même expliqué. Mais il y a bien une escalade sur d'autres plans. Oui, ce que le ministre des Affaires étrangères Lavrov a appelé des dégâts systémiques et une campagne continue. Ça veut dire maintenant frapper les infrastructures ukrainiennes liées aux drones et à d'autres capacités militaires. On a vu de plus en plus d'attaques de ce type. Et à ce titre, il y a bien une escalade. Mais il y a aussi une escalade du côté ukrainien, américain et européen. L'escalade contre les raffineries russes. Une escalade qui a un impact important. Elle a des effets sur le rationnement du carburant en Crimée. Elle a des effets sur la production et la distribution des raffineries. Elle a des effets sur la liberté de mouvement, que ce soit par avion, par train ou par la route. Tout cela a des conséquences. Alors, voici l'argument. L'argument, à Moscou, c'est que la ligne de Nabiullina et de Dmitriev, c'est que la Russie doit parvenir à un accord avec l'Ukraine, avec les Européens et avec les Américains,
en commençant par les Américains, le plus vite possible et selon leurs conditions. As quickly as possible on their terms. The military, the intelligence services and Lavrov say L'armée, les services de renseignement et Lavrov disent que c'est impossible. Les Européens, eux, affirment qu'ils visent une guerre permanente contre la Russie. Le vrai problème, c'est comment gérer Trump. Trump dit « Je me fiche un peu de ce champ de bataille, mais l'Europe, ça m'intéresse. » Regardez, Trump a obtenu un succès extraordinaire avec l'Allemagne. L'Allemagne dépend maintenant entièrement des États-Unis pour le gaz. Elle n'était dépendante qu'à 50% de la Russie quand le gouvernement allemand a approuvé la destruction de Nord Stream 2. Aujourd'hui, l'Allemagne dépend davantage des États-Unis qu'elle ne dépendait de la Russie avant la guerre. Alors, avec la guerre en Iran, l'Allemagne a perdu la possibilité de diversifier ses approvisionnements en gaz et en énergie depuis le Moyen-Orient. C'était un double coup dur pour elle. L'Allemagne, la vraie puissance, l'ombre d'Hitler en Europe, est aujourd'hui plus sous le contrôle des États-Unis qu'elle ne l'était auparavant. Les Français et les Britanniques aussi, tout comme les Italiens, les Grecs, les Danois, bref, tous. Du point de vue de Trump et d'un point de vue géopolitique, l'Europe est maintenant plus dépendante des États-Unis qu'elle ne l'a été depuis des années. Premièrement. Deuxièmement, Trump en tire profit. C'est une sorte de raquette de protection dont il tire désormais de l'argent. Il a tout à fait raison. Biden a tout cédé, et maintenant il en tire profit. Regardez comme ils rampent devant lui. Starmer, Macron et les autres. Ils vont faire leur petit spectacle. Macron va ramper avec Trump pour flatter son ego en organisant une mise en scène à Versailles, comme Starmer l'a fait à Buckingham Palace. Je n'ai pas besoin d'exagérer, Trump a réussi avec l'Europe. Donc, puisqu'il a réussi à la fois à gagner de l'argent et sur le plan géopolitique, à s'imposer en Europe, il va renforcer la guerre permanente contre la Russie, parce que la Russie est la seule puissance alternative en Europe face à ce contrôle, que ce soit sur le plan énergétique ou militaire. In terms of energy, in terms of military capacity. What's Trump doing? He's increasing. Que fait Trump? Il renforce la nucléarisation au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Pologne, et ainsi de suite. Il développe ses plans de l'OTAN pour, disons-le crûment, ukrainiser la guerre des drones. La guerre des drones en Ukraine est maintenant exportée vers l'Allemagne. Elle est déployée sur des bases de l'OTAN en Grèce et en Italie, partout en Europe, contre la Russie. C'est ça, la guerre permanente sous-jacente. L'amiral Igor Kostyukov, chef du GRU, le renseignement militaire russe, ne doute absolument pas de ce que cela signifie. Les seuls qui veulent le nier, ce sont Kirill Dmitriev, Nabiullina, Siluanov et leurs partisans au sein du Kremlin, dans l'entourage de Poutine. Eux, ils continuent d'affirmer que Trump finira par offrir une garantie pour la sécurité de la Russie en Europe. A guarantee for Russia's security in Europe. No, that's not what they're capable of doing. It's not really. Non, ce n'est pas ce dont ils sont capables. Ce n'est pas vraiment ce que Trump veut mettre en place. Et ce n'est certainement pas ce que sa succession fera, même si Vance a un discours un peu différent. Donc, pour faire court, l'idée que seuls les Européens bloquent un accord sur les conditions de paix en Ukraine est fausse. Les États-Unis ont une politique à deux volets. La guerre permanente avec la Russie sert de base au contrôle américain sur l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les autres. Et ça va continuer. Ça s'étend même. Trump se félicite d'avoir fait de la Finlande un pays doté de l'arme nucléaire, et il reviendra bientôt sur le dossier du Groenland, et ainsi de suite. Sur le champ de bataille ukrainien lui-même, l'armée russe avance lentement. The Russian army moves slowly. Today's bulletin from the defense ministry is Le bulletin d'aujourd'hui du ministère de la Défense dit ceci. Sur ce front, nous avons obtenu une amélioration tactique, un avantage tactique. Oui, chaque jour ils avancent, mais très lentement. Et s'ils avancent lentement, c'est pour préserver et réduire les pertes russes.
Les pertes russes ne doivent pas augmenter pendant la période électorale. Nous aussi, en Russie, nous avons une élection, les législatives, du 18 au 20 septembre. Le 21 septembre, on verra des signes clairs d'un soutien important aux partis d'opposition. Cela ne changera peut-être pas vraiment la majorité à la Douma d'État, toujours dominée par Russie unie, le parti au pouvoir. Donc cette lenteur sur le terrain reflète deux choses. D'abord, la politique intérieure russe. Ensuite, le calcul de Poutine qui essaie de concilier des conseils contradictoires. Putin's calculation where he tries to accommodate contradictory advice. Can he finish the war in Kiev? Peut-il terminer la guerre à Kiev par une escalade? Réponse, il pense que non. Est-ce possible en théorie? L'état-major dit que oui, c'est faisable. Mais en pratique, pas vraiment. Pas quand le fabricant ukrainien de drones s'est déjà diversifié hors d'Ukraine, sans que la Russie n'attaque les États membres de l'OTAN. Poutine dit que c'est totalement exclu, tout en laissant planer un doute sur ses intentions. Eh bien, les Européens, eux, n'ont aucun doute sur son absence d'intention de les attaquer. Il a montré qu'il n'irait même pas jusqu'à abattre des drones sans pilote envoyés par l'OTAN au-dessus de la mer Noire. Il ne tire même pas dessus. Donc, il y a une confiance du côté ukrainien, européen et américain qu'ils peuvent poursuivre la guerre tout en donnant l'impression de parler de paix. Oui, c'est assez compliqué. À mon avis, la situation en Ukraine. Ce n'est pas justement à ça que servent des podcasts comme le vôtre, à essayer de démêler les choses compliquées, plutôt que d'applaudir une interprétation erronée. On n'est pas là pour se réjouir des erreurs. On garde tous de l'espoir. Nous avons de l'espoir, tout comme les Russes, que l'Iran a montré la voie, celle d'un pays relativement faible face à la combinaison de l'Amérique et d'Israël, capable de leur infliger assez de dégâts et de menaces pour qu'ils finissent par accepter les conditions de l'Iran. En Russie, il y a une vraie division. Nous sommes avec Poutine, convaincus par sa chef de la Banque centrale, par son homme spécial chargé des pots de vin, Kirill Dmitriev, et d'autres, qu'il ne suivra pas les leçons iraniennes. Et ça, franchement, ça sidère et ça déçoit complètement le camp dont j'ai parlé. Mais les leçons sont là, sur la table. Les complications aussi. Et la confusion, c'est que les politiciens n'arrivent pas à se décider et qu'ils essayent de dire des choses qui se contredisent. Nous, on essaye de démêler tout ça ici, sans tromper notre public et sans priver qui que ce soit d'un peu d'espoir. L'espoir que les agresseurs, les génocidaires, les haineux de l'Iran, les haineux des Russes, finiront par être vaincus. Mais la fin, malheureusement, est encore très loin. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. À la semaine prochaine.